Un petit parti, c'est très important. Parce qu'un petit parti, d'abord tous les partis avant d'être grands, ils sont petits déjà. Mais bon, ça, c'est pas l'histoire. Un petit parti, c'est très important parce qu'un petit parti permet aux personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contentes avec la politique actuelle, de pouvoir voter pour un petit parti. C'est comme dire, voilà, nous ne sommes plus d'accord avec ce que vous faites. Oui, mais il ne faut pas tomber dans l'extrême. Mais le problème, c'est que non, il y a toutes sortes de petits partis. Il y a évidemment des petits partis qui sont extrémistes, de gauche, de droite, de peu importe, des communistes. On a tout ce qu'on veut dans les petits partis. Mais le petit parti, c'est aussi dire tout simplement, nous ne sommes plus d'accord avec ce que vous faites. Et les gens ont peur de dire cela parce qu'ils ont peur qu'on les met dehors, ils ont peur pour leur emploi, ils ont peur pour les privilèges, ils ont peur pour tout. Et donc, lors des élections, les petits partis, c'est une chance à ces gens de pouvoir voter pour un petit parti et dire je ne suis pas d'accord tout en restant anonyme. Maintenant, quand le petit parti, tant qu'il reste petit, il ne va pas faire grand-chose sur l'expression d'un mécontentement. Mais une fois que le petit parti va grandir, eh bien, ce petit parti va apporter des changements, et suivant lequel parti c'est, évidemment. Il y a des conséquences. Suivant ce qu'on vote, on va avoir plus d'impôts, moins d'impôts. Et donc, c'est important de choisir parce qu'après, on doit bouffer ce qu'on a voté. Le Parti libertarien se présente à Bruxelles. À Bruxelles en régional, à Bruxelles en fédéral et en communauté germanophone. D'accord. Alors, quelles sont les grandes lignes du parti Alors, politique? il y a trois mots-clés, c'est tout simple et tout le monde va trouver ça fantastique. C'est liberté, paix, richesse. Liberté, c'est très important parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où on vit, les libertés, il y en a de moins en moins. On se fait, on demande même plus l'avis des gens, en fait, on leur prend leur argent et on décide pour eux qu'est-ce qu'ils vont recevoir en échange. On décide pour eux le prix de tout, on décide pour eux, on décide tout. Voilà, les gens n'ont plus rien à dire et donc il n'y a plus aucune liberté. Et c'est important de revenir à ce que nos ancêtres en fait se sont battus pour la liberté. La Belgique, à ses débuts, était un pays très libre et maintenant la Belgique est sur le point d'être une dictature. Je veux dire, ça devient vraiment de pire en pire. Il est vraiment temps de dire non, ça suffit. Il y a du chômage parce que l'emploi, d'abord, il est trop cher. Et deuxièmement, il faut des autorisations, etc., ce qui rend carrément impossible aux personnes de créer de l'emploi. En plus, le chômage, c'est déjà un gros problème de liberté parce qu'en fait, l'État a pris l'argent dans la poche des gens sous forme de cotisation. L'État a le monopole des assurances chômage. Et l'État a dit, voilà, on va vous prendre votre argent et on va vous offrir un chômage. Et l'État donne aux gens en fait des miettes. Et avec ces miettes, l'État espère que les gens ne vont rien dire, ils ont juste assez pour ne pas mourir, mais ils ont trop peu pour pouvoir vivre. Donc ils sont vraiment un peu comme ça, voilà, et ils ont très peur qu'on leur prenne leur chômage. Parce que si on prend leur chômage, ils n'ont même pas le droit de créer leur propre entreprise. Ils ne peuvent pas entreprendre parce que pour entreprendre, il leur faut des permissions, il leur faut payer je ne sais pas tout quoi à l'État avant d'avoir gagné quelque chose. Donc, les gens, en fait, on leur interdit, on leur interdit de faire quoi que ce soit. Donc, ils ont le choix, ou bien vous êtes au chômage, ou bien vous êtes en prison. C'est plus ou moins ça. Parce qu'en fait, celui qui décide de ne pas prendre l'argent du chômage et de faire ces petits trucs lui-même, en passant au-dessus des autorisations, des permissions et des paiements de l'État, il va se mettre dans l'illégalité. Il va devenir criminel. Donc c'est arrêter de percevoir de l'argent chez les gens pour qu'ils puissent subvenir plus à leurs besoins. Voilà, parce que par exemple, moi, en tant que salarié, si maintenant je décide de me souscrire une assurance chômage, je ne vois pas pourquoi j'ai l'obligation de souscrire à l'État. Je pourrais très bien recevoir toute l'entièreté de mon argent dans ma poche et moi-même choisir quelle forme d'assurance je veux me créer au cas où
je n'aurai plus de travail. J'aurai donc à la place de 1200 € dans la poche, j'aurai 3600 € dans la poche. Avec ces 3600 € dans la poche, je pourrai moi-même choisir quel chômage je vais avoir, combien de temps je veux que ce chômage soit payé, combien je suis d'accord de payer comme cotisation au chômage. Je pourrais aussi très bien dire, mais moi mon assurance chômage, je n'ai pas besoin, je vais m'acheter une maison, je vais louer les appartements et ce sera en cas de chômage des moyens pour subvenir à mes besoins. Et voilà, donc je serai beaucoup plus libre déjà de choisir. Alors maintenant, si maintenant on imagine quelqu'un qui a vraiment trop de travail et qui aimerait bien demander à son voisin de venir l'aider pour travailler, c'est tout à fait impossible. Parce que avec les coûts et les cotisations sociales et les eh bien on se dit bon ben moi j'aime mieux de prendre personne et faire le travail moi-même ou travailler moins. Parce que non seulement on doit payer quand on veut employer quelqu'un, mais en plus on a des devoirs, on a des papiers à remplir, on a une comptabilité à faire, on a énormément de choses qui demandent presque un temps plein pour chaque emploi qu'on va créer. Donc c'est tout à fait irréaliste. Donc il faut simplifier tout ça. Il faut tout simplifier et le Parti libertarien, ce qu'il veut faire en premier, c'est tout simplement diminuer l'État. L'État est trop gras, l'État est trop gros. On peut se permettre d'enlever tous les impôts et de ne garder que la TVA au taux actuel où il est, et ça permettrait de payer tout ce que l'État aurait besoin de payer. On aimerait libérer l'enseignement. Ça veut dire, au lieu de dire, voilà, on va donner de l'argent pour créer des grosses écoles où on va, comme dans une fabrique, créer tous des enfants qui sont exactement les mêmes et qui passent exactement dans le même moule, on va dire non. Pour que tout le monde ait accès à l'enseignement. Et comme tout le monde n'a pas les moyens peut-être de payer l'enseignement, je trouve personnellement que l'État peut payer l'enseignement sous forme de chèque, par exemple, qui serait donné aux enfants ou aux parents et qui permettrait avec ce chèque, de payer l'enseignement de leur choix. Ben, le savoir, c'est très important déjà pour pouvoir être libre. Quelqu'un qui n'a pas un minimum de savoir n'a aucune chance d'être responsable parce que liberté et responsabilité, ça va de pair. Ben, la paix, ça, c'est ce que tout le monde a besoin pour pouvoir fonctionner de manière positive parce que quand il y a une guerre, ben, on ne fait plus rien. La paix, ce n'est pas seulement la guerre, la paix aussi, c'est à l'intérieur d'un pays. C'est que les gens s'entendent, qu'ils vivent en harmonie. Et ça peut seulement exister avec la liberté. Parce qu'en fait, tant qu'il y a une oppression d'une majorité sur une minorité, c'est comme la guerre. Il y a de l'agression. La paix, donc, c'est aussi rétablir la neutralité de la Belgique. On ne voit pas ce que l'armée belge a à avoir, à se promener à travers le monde. Non. On n'a rien à voir avec les histoires des autres et donc on reste neutre. Ensuite, il y a les richesses, c'est la chose la plus importante. Mais pour expliquer une chose, pour qu'il y ait des richesses, il faut permettre aux personnes qui produisent des richesses de produire des richesses. Pour le moment, l'État est en train d'empêcher les gens de produire de richesses. L'État ne produit rien. Les impôts des fonctionnaires, ce sont des impôts négatifs. C'est de l'argent déjà des impôts qui rendent à l'impôt. Donc c'est rien, ils ne produisent rien. L'État ne produit pas d'emploi. L'État ne crée rien non plus. L'État, c'est un peu comme un gros parasite. Et quand le parasite est trop gros, imaginons un gros champignon au pied d'un arbre, eh bien l'arbre il meurt. Et pour le moment, c'est un peu ce qui se passe et ça c'est un peu l'explication de la crise économique. Voilà, l'État prend plus ou moins 70% du revenu des personnes qui produisent des richesses. Et avec 70%, l'État, depuis 40 ans que cette politique existe, n'a pas encore été capable de gérer cet argent.
en plus des 70% d'argent que l'État perçoit, il arrive encore à faire des dettes. N'importe quelle famille sait qu'on vit avec l'argent qu'on a, mais l'État pas. En plus, l'argent des impôts, il ne sert pas seulement à grossir et à engraisser l'administration et les politiciens, mais il est aussi utilisé pour la guerre, pour tuer des gens. Il est aussi utilisé pour les banques, pour les multinationales, parce qu'en fait en Belgique, on est plus ou moins un paradis pour une multinationale. Quand une multinationale vient en Belgique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient récolter de l'argent. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que toute l'économie est basée sur on ne sait pas quoi. Et quand un petit entrepreneur fait faillite, il reçoit un coup de pied au derrière. Et quand une grosse multinationale arrive et fait faillite, l'État accourt avec les millions, les milliards, enfin tout ce qu'on veut. Et cet argent, d'où il vient? De chez nous. Il vient des personnes qui travaillent. Ce n'est pas l'État qui a de l'argent, comme je répète. L'argent, l'État n'a rien. Maintenant, chaque fois qu'on vote, on vote indirectement pour une politique qui va financer des guerres, financer des multinationales, financer tout ce qu'on ne veut pas. Maintenant, si on avait chacun notre propre argent dans la poche, on pourrait, en dépensant l'argent, voter directement nous-mêmes pour ce qu'on veut. Et ça se rappelait vraiment du vote direct. Ce serait de la démocratie directe en fait. C'est par exemple, si je désire soutenir une multinationale, ben j'achète mes produits qui proviennent d'une multinationale. Si je désire soutenir la personne locale, je dépense, je soutiens mon voisin et je soutiens toujours en achetant. Et en plus, c'est une manière aussi d'annuler l'oppression de la majorité sur la minorité, c'est-à-dire chacun fait son propre choix. Quand on est dans une démocratie comme maintenant, on va voter. Imaginons, vous voulez une cravate verte ou une cravate rouge. La majorité dit ce sera une cravate verte. Ben, tout le monde sera obligé d'avoir et de porter une cravate verte. Ça veut dire que ceux qui voulaient une cravate rouge, ils seront oppressés. Ils sont vraiment sous la dictature de la majorité qui les oblige à porter une cravate verte. Si maintenant chacun a ses sous dans sa poche et chacun achète la cravate qu'il veut, eh bien ceux qui voudront une verte, ils auront une verte, ceux qui voudront une rouge, ils auront une rouge, et il n'y aura plus de dictature de la majorité sur la minorité. Il y aura la démocratie directe, la démocratie réelle, la démocratie par l'économie. Parce que la libération du marché, la libération de ces monopoles, ça permet à monsieur tout le monde de dépenser son argent comme il veut et de voter pour ce que lui-même veut avoir et l'obtenir. On dit voilà, le problème de la crise, ce sont les étrangers, ce sont les riches, ce sont, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement la réalité? Le problème de la crise, ça fait 40 ans que l'État a la possibilité de faire quelque chose et depuis 40 ans, il ne s'est rien passé du tout et ça devient de pire en pire. Et donc cette politique qui est en place depuis toutes ces décennies, en fait, n'a rien fait. Ils ont passé leur temps à former, à reformer, à déformer, à former à nouveau et passer d'un petit problème à un plus gros problème qui devient encore un plus gros problème. Et tout ça, ça coûte une fortune. Et qui est-ce qui paye tout ça? C'est pas l'État qui produit et qui va payer quelque chose. Ce sont les gens qui travaillent, c'est eux qui payent. Et eux, ils payent. Et on leur raconte, oui, on fait ce qu'on peut. Tout va aller mieux, mais il n'y a rien qui va. Et au lieu de se dire, bon, ça fait 40 ans que ça ne va pas, est-ce que ce serait peut-être temps de changer quelque chose? Non, ils continuent. Et ils continuent. Et à un moment donné, à mon avis, c'est comme un ménage. Quand il vit à crédit, il peut vivre à crédit 5 ans, 10 ans, mais un jour, il y aura bien un huissier devant la porte qui va venir récupérer l'argent. Et ça, c'est ce qui se fait l'État. Ils vivent à crédit et ils reportent. Mais à un moment donné... C'est ce qui se passe en Grèce, en fait. Voilà, c'est ce qui se passe en Grèce. À un moment donné, on va bien devoir payer. Ça n'existe pas de vivre
à crédit, à crédit, à crédit. En plus, ce qui est terrible, ce qui est le plus terrible, c'est que les crédits, ils sont pris, ils sont dépensés et on dit « Ah, mais ce sont les générations qui viennent qui vont payer. Les générations qui viennent vont payer quoi ? Les dépenses qu'on a fait. Est-ce qu'on a dépensé des choses qui vont leur revenir après? Est-ce qu'ils vont avoir quelque chose en échange? Non, ils n'en auront rien parce que l'argent dépensé jusqu'à présent, c'est en bureaucratie et en rien du tout. Il n'y a pas eu vraiment quelque chose d'important qui a été fait qu'on va pouvoir donner à ces générations futures en disant voilà, vous allez payer nos crédits, mais en échange, nous avons déjà fait ce travail-là pour vous. Non, rien. Et toute personne qui naît maintenant en Belgique, un enfant, un nouveau-né, il a 35 000 € à peu près de dette. Pourquoi il a 35 000 €? Est-ce que c'est logique de prendre de l'argent, de l'emprunter et de dire « Ah, mais ceux qui vont naître dans le futur, c'est eux qui vont payer ». C'est pas possible. Moi, je peux pas aller à la banque et dire « Écoutez, donnez-moi un crédit et puis, je ne sais pas encore, celui-là là-bas, il va payer pour moi ». Et on me donne l'argent et puis après, la banque va dire « Ah, mais tiens, celui-là, là, il ne veut pas payer pour vous ». Et donc, avec le Parti libertarien, on a des solutions pour justement redonner la santé à l'économie du pays et arrêter cette espèce de parasitisme d'empêcher la production de richesse. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle il y a de la pauvreté, c'est pas parce qu'il y a des riches. Les riches n'ont pas créé de pauvres. La raison de la pauvreté, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de production de richesse. Et donc, si on produit assez de choses, il y aura toujours suffisamment pour tout le monde. Parce que pour aider un pauvre, il faut avoir un cœur. Il faut avoir une conscience. Il faut avoir une moralité. Il faut être humain et il faut avoir des sentiments de solidarité. Et l'État n'a aucun sentiment de solidarité. L'État n'a pas de cœur. L'État n'a pas de morale. Et donc l'État ne va jamais aider les gens pauvres. Et par conséquent, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va leur donner des miettes pour que ces gens se taisent. La seule solution pour éviter la pauvreté, c'est de rendre les gens libres. Et de cette manière-là, les gens vont s'entraider. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient quelqu'un de pauvre, ils se disent « Oh mon Dieu, cette personne, pourquoi elle n'a pas été au CPAS ?» Mais le CPAS, il n'aide pas tout le monde. Alors qu'il est supposé aider tout le monde, vous allez me dire. Du fait que l'État monopolise la sécurité sociale, monopolise le chômage, monopolise l'aide sociale, etc., les gens partent du principe qu'on ne doit plus aider. Mais quand vous voyez un clochard dans la rue, vous voyez bien que ceux qui payent, c'est tout simplement les gens comme vous et moi, la population qui aide, malgré qu'ils ont déjà payé des impôts, pour faire en sorte que normalement il ne devrait pas y avoir de clochards. On paye des impôts pour ça. Et si on paye des impôts, où il va l'argent des impôts? Tous les jours à Bruxelles, vous pouvez aller voir, dans la gare centrale, les gens là qui attendent pour la soupe. Où est le service social? À quoi sert cet argent? Le mieux, c'est que chacun ait son argent dans sa poche et chacun décide soi-même de quelle manière il veut participer à l'aide sociale. Et je suis sûre que ça fonctionnera beaucoup mieux que l'État. Quand l'État prend de l'argent, il va prendre peut-être 100%, on va dire. De ces 100%, combien est-ce qu'il va ressortir pour l'économie et le service social? Presque rien, parce que tout part en bureaucratie. L'appareil bureaucrate est tellement lourd, est tellement gros, est tellement gras, qu'il englobe presque tout le revenu. Ben, en fait, la bureaucratie, c'est catastrophique. Ça étouffe tout, ça étouffe la solidarité, ça étouffe la production de richesse, ça étouffe
l'emploi, ça étouffe tout. Les OGM sont des nouvelles technologies. Comme toute technologie, on ne doit pas pouvoir interdire quelqu'un d'utiliser des technologies pour améliorer, peu importe ce que c'est. Il doit y avoir une certaine liberté. Par contre, le problème des OGM et des plantes OGM ne se trouve pas dans la liberté de la technologie OGM ou pas, elle se trouve dans le problème des semences et des plantes brevetées. Toutes les plantes qui sont brevetées sont permises à l'utilisation. Toutes les plantes qui ne sont pas brevetées sont interdites. Donc, pour qu'une plante soit brevetée, ça coûte. Donc, il y aura, en fait, les plantes brevetées ne seront les plantes qui ont été brevetées par des entreprises. Or, ces entreprises, elles ne vont pas aller breveter des plantes mères que tout le monde peut dans la nature trouver. Elles vont que breveter des plantes hybrides et des OGM, etc., etc., des plantes qu'elles seules peuvent produire. Et donc, nous voulons libérer aussi ça. On ne veut plus qu'il y ait aucun brevet sur le vivant. Ça veut dire qu'en enlevant toute possibilité de brevet sur le vivant, tout le monde pourra utiliser les semences qu'il veut et ces entreprises n'auront plus aucun droit à obliger les gens en fait, à utiliser leurs semences brevetées. Parce qu'en fait, c'est ça le problème maintenant. Et donc, le problème n'est pas dans la technologie OGM ou pas OGM, le problème est surtout dans ça. Alors, la deuxième question qu'on se pose, oui, mais les OGM, imaginons que j'ai un voisin qui va en planter chez lui, c'est dangereux. C'est effectivement dangereux. Mais dans les idées de liberté, il y a aussi la responsabilité. Ça veut dire que toute personne qui crée un dégât est responsable et donc devra payer en cas de problème. Ça veut dire que tout le monde va bien réfléchir avant d'utiliser quelque chose dont on n'est pas sûr et certain, vu que ça va coûter très cher en cas de problème. D'accord, ok. Et donc, la question des OGM, c'est en fait, je suis personnellement contre les plantes et les choses OGM, mais je ne suis pas contre la recherche vers des technologies où effectivement la génétique peut apporter certaines choses.